Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre premier. L'épopée Boudot. Par Stéphane Maurice du LERAIN. Introduction. Nos sociétés modernes veulent-elles réellement se donner les moyens d'apporter des réponses aux difficultés de la jeunesse, qui ne soient pas superficielles, illusoires et éphémères ? Force est de s'interroger lorsque l'on constate que les décisions politiques ne donnent guère dans l'innovation. Dans la manière de poser les problèmes et d'aborder les solutions, on observe généralement les mêmes archaïsmes de pensée. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant de voir se multiplier les comportements antisociaux, qui s'extériorisent pacifiquement par l'adoption de codes vestimentaires et langagiers particuliers mais peuvent aussi emprunter les voies plus réactives de la manifestation et de l'émeute. Ainsi, depuis de longues années, il est bien reçu que le développement des activités physiques et sportives peut contribuer à une meilleure cohésion sociale. Diverses initiatives ont été prises par les gouvernements successifs, dont la dernière en date consiste à doubler le nombre d'heures consacrées au sport dans les écoles et à en favoriser la pratique dans le cadre du dispositif d'accompagnement éducatif. À l'appui de ces propositions, il est allégué que le sport est une école de la vie et développe des qualités humaines précieuses dans le monde professionnel et dans la vie adulte. Encore faudrait-il pour cela pouvoir, d'une part identifier et isoler les valeurs qui correspondent dans le sport aux exigences d'éducation, d'éthique et de construction de soi que chacun doit intégrer pour vivre en société, et d'autre part déterminer quelles activités sont susceptibles de satisfaire le mieux ces exigences. Le débat doit être ouvert puisque l'on constate que la majorité des jeunes Français, y compris ceux dont le parcours scolaire s'est arrêté à l'âge de 16 ans, a tout de même pratiqué l'éducation physique de la maternelle au lycée, soit sur une durée moyenne de 12 années. Cela n'empêche pourtant pas nombre d'entre eux de développer des comportements asociaux, ce qui conduit à se questionner sur les limites de l'EPS. C'est sans doute ce constat qui a conduit le ministère de l'Éducation nationale à préconiser l'instauration d'un partenariat entre les associations sportives de l'établissement scolaire et les clubs locaux, ceci pour diversifier l'offre sportive et permettre à d'autres disciplines de faire leurs preuves. Rien ne sera résolu si la pratique sportive n'est pas réaxée sur un véritable projet de construction de l'humain, et demeure sujette aux spéculations tendant à en faire un produit de consommation plutôt que d'éducation physique et morale. De même, l'intégration de la pratique sportive dans les dispositifs de lutte contre l'exclusion et pour l'égalité des chances doivent pouvoir apporter à chacun de véritables bénéfices personnels en termes de valorisation de soi et non pas viser uniquement le maintien de l'ordre public. Il s'agit bien de favoriser l'épanouissement, le bien-être et l'équilibre personnel, la formation des cœurs et l'acquisition des vertus. L'association martiniquaise de Boudot peut à cet égard servir de référence. Aimé Césaire, qui en fut le garant, était lui-même rebelle à toute forme d'aliénation et selon lui, la jeunesse ne devait pas être utilisée comme divertissement public, ni sacrifiée aux cérémonies de propagande politicienne. Les élèves de l'école de Boudot n'ont jamais été utilisés comme des faire-valoir d'une politique, instrumentalisés pour leur seule performance ou comme vitrine d'un pouvoir. Bien au contraire, l'association les a toujours poussés sur la voie de la réalisation de soi, jusque dans la poursuite des études et l'encouragement à l'insertion sociale et professionnelle. Cette association avait pour cœur d'activité une école de Boudot, intégrant les arts martiaux que sont le karaté, le judo, l'aïkibudo 4 et le kobudo, selon une philosophie orientale définie comme une voie, c'est-à-dire un cheminement dans un esprit d'ouverture, dont l'issue est donnée par le dépassement de soi. Implantée à la Martinique, depuis 1971, cette forme inédite de club sportif a formé des générations de budokas martiniquais, souvent jusqu'à un degré d'excellence dont témoignent des palmarès élogieux. Il n'est pas excessif d'évoquer une épopée du Budo pour rendre compte de cette entreprise héroïque, mise en œuvre par quelques maîtres fervents, qui avait pour objectif d'utiliser l'activité physique en faveur de l'épanouissement de la jeunesse martiniquaise et de son insertion dans une société qu'il fallait rénover et libérer de ses atavismes coloniaux. Ni dogmatisme, ni idéologie n'ont formaté la pensée de ces initiateurs dont Aimé Césaire avait pressenti le généreux engagement. Une philosophie du concret,
a permis aux budokas martiniquais de s'affranchir des rigidités de certaines administrations qui envisageaient souvent la pratique sportive selon des créneaux préétablis. L'un des principes en effet des arts martiaux venus d'Asie repose sur le postulat que l'excellence sportive ne peut s'exprimer qu'en rejoignant une excellence humaine, utilisant le summum des ressources morales et psychiques, rigueur et méthode, don de soi jusqu'à la transcendance, équilibre dynamique dans le jeu infini des équivalences entre le physique et le mental. Dans le contexte martiniquais, les maîtres du Budo ont compris qu'il fallait partir d'une écoute de nombreux jeunes en souffrance guettés par différentes formes de marginalité. Dès lors, une prise en charge globale où la pratique sportive n'était pas dissociable d'une initiation à la citoyenneté et au travail sur soi s'imposait. Le Budo a contribué inlassablement à cette tâche de cohésion sociale, de réinitiation de l'égalité des chances. Tout ceci n'était possible que par la prise en compte de la réalité culturelle martiniquaise, de ses questionnements identitaires, de sa mémoire historique. Bien souvent, les maîtres des arts martiaux ont dû réinculquer l'estime de soi préalable à toute affirmation positive, à tout effort vers la réussite et l'épanouissement de chaque sujet. C'est cette substance morale du Budo qui, malgré ses faibles moyens financiers, a permis l'éclosion à la fois de champions et de jeunes gens à la haute rectitude morale. Pour toute personne qui pénètre pour la première fois dans l'univers du Budo, une double exigence s'impose qui n'est contradictoire qu'en apparence. L'impression de dépouillement, d'humilité matérialisée par le tatami et le décor, le sentiment de pureté et de désaliénation symbolisé par le kimono blanc qui ramène tous les pratiquants au même degré. Une sorte d'anonymat revendiqué et de vide créatif. Tout cela n'exclut pas la hiérarchisation discrètement signifiée par la couleur des ceintures, concrétisée par la figure du maître et la démarche d'apprentissage du disciple. L'autorité ici n'a rien d'extérieur. Elle repose sur le savoir incontestable de celui qui précède sur la voie de la compétence. Cette autorité est indissociable du désir de partager un savoir-faire qui pourrait être tout aussi bien qualifié de savoir-être. Le geste physique, le coup de poing ou le coup de pied se ressource comme acte fondamental, qui déchire provisoirement la substance présente du réel pour mieux la recomposer sur un plan plus élevé. L'acte se situe alors au plus près de sa source psychique, immatérielle, pour ne pas dire idéale. La concentration du sportif est alors un modèle pour toutes sortes d'activités dans la vie sociale la plus usuelle. Même les coups reçus, librement acceptés, deviennent une voie vers l'amélioration de soi, au-delà de la capacité à encaisser la souffrance et l'épreuve. Tous ces éléments initiatiques des arts martiaux en font une école de vie et de courage. Pendant 4 décennies, à Fort-de-France, en s'appuyant sur ces fondamentaux du Budo, les formateurs ont pu servir de référent à une jeunesse en manque de repères. Les maîtres budokas, à la périphérie du tatami, ont fait œuvre socio-éducative en conseillant les jeunes qui venaient initialement dans le but de devenir des combattants. Insensiblement, il leur était donné de prendre conscience que le combat de la vie était celui de l'insertion, de la participation à l'œuvre commune de la collectivité. Certains ont repris le chemin des études, d'autres ont été motivés pour s'engager dans telle ou telle voie professionnelle. L'école de Budo s'est ainsi caractérisée par une action sociale d'insertion, où le sport était le catalyseur. Tous ceux qui ont fréquenté le Budo ont souligné la chaleur humaine qui y régnait, la confiance mutuelle et la mise en acte des idéaux partagés. En tant qu'association régie par la loi 1901, le Budo a développé des conceptions égalitaires et pluralistes dans une vision progressiste, innovante et respectueuse de la jeunesse. Forts de ces conceptions novatrices, les initiateurs du Budo ont pris une décision qui les a engagés dans une voie qu'on leur a souvent reproché d'avoir prise. Il ne leur a pas paru possible de rattacher le Budo martiniquais à la Fédération française de karaté, laquelle chapeautait d'autres organismes sportifs locaux. Voulant garder une liberté de manœuvre, loin des tracasseries administratives et d'une approche tatillonne des textes réglementaires, le Budo a choisi une forme de marronnage sportif. Le club aura donc été amené à présenter ses sportifs dans le circuit de la World Chito-Ryu Karate-Do Federation, sous l'étiquette martiniquaise, ce qui a pu indisposer certains chantres de l'assimilation, même inavoués. Les maîtres du Budo, se situant hors de toute allégeance politique, estimaient que la pratique de leur discipline permettait de transcender les querelles politiciennes,
au bénéfice d'une identité culturelle martiniquaise pleinement assurée. À leurs yeux, le budo n'est pas à proprement parler un sport, que l'on entende par ce mot une stricte compétition physique, ou un loisir destiné à fortifier et à délasser le corps. Il s'agit plutôt d'une discipline et d'une attitude face à la vie, permettant de surmonter les obstacles tout en préservant la sérénité intérieure, comme si le point extrême de l'action humaine avait son origine dans une ataraxie mentale, ou absence de trouble appelée communément zen. Contrairement à l'Europe où le sport est l'affaire des politiques, et à l'Amérique où il est un business, en Asie, la priorité est donnée aux arts martiaux car ils sont un moyen important d'intégration qui permet de combler le handicap de n'avoir pas pu bénéficier d'un cursus scolaire ou universitaire. Là où le sport distrait, le budo instruit et facilite l'insertion à tous les niveaux de la société. Les statistiques soulignent qu'au Japon ou en Chine, les plus grands chefs d'entreprise sont de haut gradés dans les arts martiaux. On les retrouve aussi en économie, en littérature, en médecine. Par contre, ils sont absents en politique. La rigueur et la spontanéité ne s'adaptent pas à la compromission. En ce qui concerne la Martinique, il s'agit pour le budo de proposer un exemple original de pratique sportive, éloigné aussi bien du simple dilettantisme de loisir que du système médiatique et commercial de la compétition. Ce type d'activité s'organise autour de deux axes, l'un d'ordre éthique, l'autre d'ordre socio-économique, si l'on entend par là aussi bien l'insertion sociale favorisée par une activité structurante de la personnalité et de l'habitus que les emplois directement dérivés de la formation sportive. Encadrement, entraînement, activité physique en rapport avec un travail d'éducateur social. Ces deux finalités se trouvent dans le prolongement de compétitions sportives fondées sur une philosophie originale dans le contexte actuel. La pulsion vers l'excellence, l'émulation pour donner le meilleur de soi, l'ambition de repousser ses limites afin de libérer les ressources insoupçonnées que l'on porte en soi. Si le cœur de l'activité du budo se déroule sur le tatami, cet espace central n'a de sens que dans l'entour socioculturel qu'il valorise. C'est en ce sens seulement que l'on pourra évaluer la rentabilité sociale d'un tel produit culturel proposant des valeurs de référence pour la jeunesse. Chacun pourrait énumérer tout ce qui circule sur et à la périphérie du tatami. La rencontre entre les générations et l'amitié partagée entre des pratiquants d'âges très différents et d'origines très diverses, les arts martiaux constituant un dénominateur commun particulièrement efficient, l'association entre la compétition poussée à l'extrême du combat et le respect de l'autre, la maîtrise de l'agressivité, une meilleure connaissance du corps et un apprentissage de la gestion des ressources physiques tout au long de la vie. Toutefois, on peut insister sur la dimension culturelle fondamentale surtout pour un Antillais. Non seulement un art venu d'Asie invite à un décentrement par rapport à l'espace caribéen, ce qui est déjà une victoire sur ce que d'aucuns désignent comme le nombrilisme créole, mais encore, les origines du budo trouvent de singuliers échos dans le monde post-colonial des Antilles. Les arts martiaux ont un berceau insulaire, l'île d'Okinawa. Proche de la Chine et du Japon, Okinawa est peuplée de paysans appelés à se défendre contre la colonisation des puissances extérieures, japonaises essentiellement. Les arts du budo seraient-ils d'ailleurs une affaire d'île ? Toujours est-il que l'on constatera combien ils se sont adaptés dans les îles caribéennes francophones, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, mais aussi dans les îles hispanophones et anglophones. L'imaginaire populaire a toujours véhiculé l'image d'un art de combat destiné à permettre aux plus faibles de se préserver de l'agression, selon une philosophie de la réversibilité qui permet de retourner contre l'adversaire sa propre violence. Ce principe ainsi que l'attitude de résistance à l'envahisseur explique peut-être que, consciemment ou inconsciemment, les îles ont pu trouver une valeur refuge dans les arts du budo. L'histoire de la Martinique offre également des similitudes avec celle de l'île d'Okinawa. Lorsqu'il s'agit d'invoquer notamment la période de l'esclavage et du Code noir aux Antilles, qui faisait interdiction aux libres de couleur comme aux esclaves d'être porteurs d'armes, de machettes ou de tout autre objet assimilé, les contraignant à pratiquer en cachette les luttes traditionnelles. De la même manière, les habitants de l'île d'Okinawa, placés sous la domination du Japon, ont cherché à développer à l'insu de leurs occupants une méthode de combat en utilisant leurs outils agraires mais aussi en détournant à des fins d'autodéfense les techniques de la gymnastique chinoise du tai chi, ce qui donnera le karaté, littéralement, la technique de la main vide.
De sorte qu'un état d'esprit marron est attaché, dès le départ, à la culture des arts de combat et de lutte originaires d'Asie, mais aussi dans les sociétés afro-caribéennes lorsqu'elles ont dû survivre. Le terme marron évoque dans l'Amérique des plantations, comme aux Antilles, l'évasion des esclaves amérindiens puis africains, contre l'inhumanité, l'injustice et l'iniquité du sort qui leur était fait. Les fuyards étaient alors qualifiés de marrons ou nègres marrons, et tout ce qui avait trait aux activités de fuite, de rupture, de combat contre la domination était englobé sous le terme générique de marronnage. Notamment dans les zones géographiques étendues, telles qu'en Guyane, les sociétés marronnes ont perpétué une culture marron à travers les arts tels que la peinture, la musique, les danses, et bien entendu dans la langue. Marronner, c'est créer un dehors, une zone alternative aussi petite soit-elle. On aura compris que l'objectif poursuivi n'est pas de s'évader de cette société. Au contraire, il s'agit de s'y intégrer en tant qu'individu libre. Aujourd'hui, l'appellation de nègre marron peut s'appliquer, par extension métaphorique, à tout membre d'une minorité qui refuse de se laisser assujettir à un courant dominant. Le rappel de cette dimension culturelle justifie que nous qualifions de marronnage sportif l'action du Budo à la Martinique durant ces dernières 40 années. Ceci explique sans doute pourquoi Aimé Césaire avait pris à cœur la promotion de cette discipline. Ces faits se sont matérialisés à travers une politique sportive conforme à sa vision humaniste du peuple martiniquais. Aussi, s'est-il toujours imposé comme défenseur inconditionnel de cette association, le Budo. « C'est mon affaire », avait-il dit à l'occasion d'un débat au conseil municipal. Le présent ouvrage, qui a pour ambition de recueillir l'héritage du parcours exemplaire de l'école de Budo, évoque d'abord la convergence de toutes les volontés, des fondateurs, des dirigeants et des sportifs, qui ont su, dans la durée, faire jouer leur complémentarité, pour le meilleur du sport comme pour la promotion de la société antillaise. Au-delà d'un palmarès exceptionnel, il faut souligner de quelle manière inédite le Budo s'est mis au service d'une émancipation individuelle et sociale, véritable travail pour une égalité pleinement vécue. Autre élément essentiel, qui a valu au Budo bien des attaques et controverses, son engagement en faveur d'une identité culturelle martiniquaise qui a pris une valeur symbolique. En effet, en postulant que la valorisation du sujet martiniquais permettrait à celui-ci de déployer le meilleur de ses ressources, puis en illustrant en actes ce postulat, le Budo peut encore aujourd'hui éclairer la marche de notre collectivité insulaire. Faut-il, au terme de ce qu'il faut bien appeler une épopée, parler d'épilogue ou de croisée des chemins ? Le Budo, qui a extrêmement souffert du cyclone Dine et qui attend impatiemment la reconstruction du bâtiment de son dojo, croit porter en lui des forces de renouvellement pour continuer l'œuvre des pionniers, au premier rang desquels on citera Ouamara, âme et pilier de cette école d'arts martiaux. Il faut souhaiter que les moyens d'un nouveau départ soient donnés au Budo. D'en bas de l'entassement furieux des songes épouvantables, les aubes nouvelles montaient, roulant leur tête de lionceaux libres, le néant niait ce que je voyais à la lumière plus fraîche de mes yeux naufragés, mais des sirènes sifflant de puissance sourde, la fin des heures manquées agaça, l'aigle farouche du sang, les bras trop courts s'allongèrent de flammes, les désirs éclatèrent en grisou violent dans la ténèbre des cœurs lâches, le poids du rêve bascula dans le vent des flibustes. Au-delà. Chapitre 1. L'histoire du Budo, ou la convergence des volontés. 1. L'école de Budo et son fondateur. Une vie au service de la jeunesse et du sport. À l'avant-garde des arts martiaux en Martinique, un homme connu sous son nom d'art martial, Sensei Ouamara, est parvenu à faire admettre comme une sorte d'évidence, grâce à sa ténacité, sa persévérance et l'expérience tirée de son propre parcours de vie, que le sport pouvait être un formidable instrument de promotion de l'homme et des valeurs d'égalité individuelle et collective entre les Français de toute origine, mais aussi entre les régions et les pays. Cet entraîneur est le premier à avoir réussi l'exploit de former dans le sport plusieurs équipes martiniquaises qui participèrent au championnat du monde WSKF. 1993 à Osaka, 1996 à Mexico, 2000 à Tokyo, 2003 à Moscou, 2006 à Tokyo. Michel Maurice Dulérin alias Ouamara, cet expert de haut niveau, accompli et polyvalent, détient le record du nombre de dan dans les différentes disciplines martiales, 7e dan Shito Ryu,
6e dan Shotokan, 6e dan Jujitsu, 5e dan Judo, 1er dan Kendo. Ces grades ont d'autant plus de valeur et d'impact qu'il n'a jamais hésité à se remettre en question en briguant les diplômes des fédérations nationales du Venezuela, des États-Unis et du Japon. Sa plus grande fierté reste malgré tout d'avoir obtenu le grade de 7e dan décerné à Tokyo par la Fédération mondiale WSKF, dont le diplôme lui a été remis par le fils du fondateur du karaté originel, Kenei Mabuni, 10e dan, né à Suri sur l'île d'Okinawa le 13 février 1918. Il a le titre de juge des examens de dan, pour la ceinture noire jusqu'au 4e dan. Né à Paris en 1947, Ouamara a débuté la pratique du judo, du jujitsu et du karaté en 1961 à Cormeilles-en-Parisis dans la banlieue parisienne, avec M. Sylvain Chemounix, professeur ceinture marron, dont il appréciait l'extrême bonté. À l'époque, les élèves, peu nombreux, s'initiaient aux techniques de base sur une bâche rudimentaire recouvrant un simple tapis de paille. Bien qu'il fût le moins robuste du groupe, sa détermination et sa volonté lui valurent de remporter dès l'année suivante les médailles de l'équipe. Par la suite, il enchaînera les victoires telles les championnats de France académiques et ASSU de judo. Quelque temps après, il intégra l'association sportive de la préfecture de police de Paris, tout en accédant comme athlète à l'Institut national des sports ainsi qu'au dojo national de la Fédération de judo, de 1964 à 1972. En 1969, il était déjà ceinture noire 3e dan de la Fédération française. Il parvint, bien qu'étant l'un des plus jeunes candidats, à obtenir son diplôme de professeur de judo jujitsu et méthode de combat assimilée, décerné par le secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. À cette période, cela correspondait au titre officiel indispensable pour enseigner légalement le judo jujitsu bien sûr, mais aussi le karaté, l'aïkido, la boxe française, le kendo, l'aïdo, le naginata et le jodo. Il était et demeure encore actuellement l'un des rares judokas français à pratiquer simultanément ces disciplines avec un égal succès, aussi bien comme compétiteur qu'en tant qu'enseignant. En 2005, pour motiver les jeunes Martiniquais à s'orienter vers les métiers du sport, il alla jusqu'à se réinscrire avec eux pour repasser l'examen du brevet d'état d'éducateur sportif 2e degré, qu'il obtint bien entendu. Sa véritable passion pour les arts martiaux et son désir d'atteindre un niveau plus élevé le conduiront à séjourner à de nombreuses reprises au Japon, où il bénéficiera du savoir des plus grands maîtres de karaté de notre époque. Il eut d'ailleurs l'honneur de s'entraîner avec les plus éminents. Ces rencontres l'amèneront à réussir une carrière longue et exceptionnelle d'enseignant international, soit 47 années de pratique effective jusqu'en 2008, année au cours de laquelle il intégrera les arts martiaux en tant que philosophie de vie, à la manière de ses vieux professeurs japonais. Ses connaissances amples, précises sont complétées par l'étude simultanée de l'aspect historique et philosophique de ces arts. Il a patiemment rassemblé et compilé pendant toutes ces années de nombreux ouvrages et travaux d'auteurs asiatiques, comme occidentaux faisant autorité en la matière. Aujourd'hui, Sensei Ouamara est reconnu comme le dépositaire d'un savoir authentique en arts martiaux. Envoyé aux Antilles françaises durant son service militaire, c'est sans préjugés, ni a priori qu'il s'intégrera à cette société nouvelle. Adopté par les Antillais dont il partageait les us et coutumes, il fit le choix de la Martinique, faisant sien le destin de ceux qu'il considérait comme ses compatriotes, d'autant que s'étaient tissés des liens affectifs et amoureux associant sa vie à celle d'une Martiniquaise. Premier pratiquant de karaté Shotokan à la Martinique en 1966 et premier professeur de karaté à la Guadeloupe en 1969, l'arrivée dans les Caraïbes de ce véritable maître a marqué le point de départ d'un enthousiasme sans précédent aux Antilles françaises pour les arts martiaux. Il est à l'origine de la création des 2 premiers clubs de l'île de Guadeloupe, l'un au Rézet, l'autre à Basse-Terre qui l'affilie à la Fédération française. Il y forme une 50aine de hauts gradés qui ont assuré une relève efficace du karaté dans l'île. Il permettra à la Guadeloupe de remporter son premier titre de champion des Antilles et de la Guyane. Par la suite, les karatékas guadeloupéens s'illustreront au niveau national. En 1970, le dirigeant de karaté de la Guadeloupe de l'époque, M. Paul Grèce, avocat à la Cour, député suppléant, président de la Ligue guadeloupéenne de karaté,
vice-président du Comité régional olympique et sportif de la Guadeloupe, réclame au ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer la nomination d'un délégué départemental chargé de favoriser l'essor du judo et du karaté à la Guadeloupe. La requête fut prise en considération en avril 1970 par le ministre et le préfet. Le choix se porta unanimement sur ce jeune sensei bénéficiant déjà d'une notoriété internationale. Dans ce même intervalle, il fut appelé et retenu aux États-Unis où il enseigna à Portland dans l'Oregon. En 1972, M. Aimé Césaire, député de la Martinique, maire de Fort-de-France, désireux de soutenir les activités sportives et socio-éducatives proposées par ce pionnier dans les Caraïbes en karaté, kendo, aïkido et judo, met à sa disposition les locaux nécessaires pour le développement d'un centre d'arts martiaux. À cette époque, la pratique sportive était encore peu répandue en Martinique, de sorte que son utilité comme moyen d'expression, d'insertion et de canalisation de l'énergie de la jeunesse n'était guère perçue. L'idée était donc d'établir une structure sportive afin d'en faire la promotion. Ouammara entreprend la rédaction d'un mémoire intitulé De l'opportunité de créer un service des sports, qu'il soumet ensuite à Aimé Césaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.